On va retrouver tout de suite avec ce gros plan sur Apsys Group et juste après son président Maurice Bancet. Si on doit simplifier, Apsys, c'est du centre commercial pour urbain. L'exemple le plus connu, c'est Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. 20 millions de visiteurs par an. Il n'est pas le seul, puisqu'en 20 ans, le groupe a créé en France et en Pologne une trentaine de centres de commerce et de loisirs où on trouve à la fois magasins, restaurants, cinéma, bowling, simulateurs de vol, conciergerie, garde d'enfants. Oui, c'est aussi l'autre point fort, ce mélange entre activités ludiques, lieux de promenade, espaces verts, tout en faisant ses courses. Mais puisqu'on vous parle de ville, l'autre carte que veut brandir Apsys, c'est la rénovation urbaine en faisant appel à des architectes reconnus comme Jean-Paul Viguier ou Édouard François, pionniers de l'architecture verte. En Pologne, c'est le cas de Manufaktura, à la fois centre commercial, artistique et culturel, créé il y a 10 ans dans une ancienne usine textile abandonnée. Presque 400 000 visiteurs chaque semaine, un succès. Et plus récemment, l'inauguration en novembre de Villeup, dans le nord-est de Paris, avec cette idée de désenclaver la Cité des Sciences à la Villette et de rendre ce quartier prisé des touristes à ses habitants. C'est là qu'on trouve cette soufflerie géante qui vous projette à 25 mètres de hauteur, sensation garantie. Mais pour l'instant, Villeup peine encore à décoller. Dans le caddie de Maurice Bancet, on attend prochainement à Metz le centre Muse qui mêlera équipement de la maison et loisirs. Il sera au cœur du nouveau quartier de l'amphithéâtre, à 2 pas du centre historique en face du centre Pompidou. Le centre Style à l'entrée de la ville de Saint-Étienne et non loin de Grenoble, ce sont les anciennes usines Nerpic qui renaîtront en 2019 au milieu d'une coulée verte. C'est formidable, Maurice Bancet, là, ce que vient de nous expliquer, nous raconter Stéphanie Colo. À quoi ça ressemble un centre commercial en 2017 ? Tiens, le terme centre commercial, vous validez toujours ou pas ? Plus du tout. Voilà, plus du tout. Des centres commerciaux qui ne sont plus des centres commerciaux, parce que dans l'imaginaire, si vous voulez, du consommateur, en tout cas en France, un centre commercial, c'est le côté un peu boîte en périphérie, avec une galerie marchande où on pousse son caddie. Voilà, tout ça c'est complètement révolu. Ouais. C'est oublié. Alors, comment se porte le commerce donc en ce printemps, cette fin de printemps, quasiment début d'été, puisqu'on est mi-juin, donc 2017, dans ces espaces de loisirs et de commerce? Écoutez, dans tous les espaces de loisirs et de commerce de nouvelle génération, c'est-à-dire les nouveaux projets, ceux qui répondent aujourd'hui aux attentes des consommateurs, globalement ça va bien. C'est pas l'euphorie, bien évidemment. On était dans une période économique difficile et dans une période préélectorale qui est généralement pas favorable au commerce. Mais pour autant, voilà, ça c'est plutôt pas mal passé. Et là, on sent, depuis les élections, une vraie reprise de la consommation. Voilà, en plein week-end électoral, des législatives aussi. Quand c'est fini, ça recommence, comme on dit. Juste un mot, et puis on va parler du financement. On reviendra aussi sur les nouvelles tendances de commerce. Je crois que vous nous parliez du digital, c'est fondamental. Juste un mot, Stéphanie nous disait, début un peu poussif pour Villeup, porte de la Villette. Qu'est-ce qui se passe? Trop bobo un peu, non? Non, je crois il y a plusieurs explications. D'abord, c'est un projet essentiellement loisir, majoritairement loisir. Et on a vu cette soufflerie formidable. Voilà. Les projets loisirs ont plus de mal, si vous voulez, ont plus besoin de temps pour décoller. Le deuxième phénomène, c'est que la Cité des Sciences et de l'Industrie vit depuis 50 ans en ignorant sa zone primaire. Et donc tout le travail de Villeup, c'est de faire de la couture sociale, de réconcilier ce bâtiment emblématique de la Cité des Sciences et de l'Industrie avec sa zone primaire. Ça va demander du temps, mais on va y arriver. Et enfin, le troisième sujet, si vous me permettez, c'est que le parc de la Villette est plutôt fréquenté à partir de maintenant, c'est-à-dire au printemps-été, qu'en plein hiver, à l'époque où nous avions ouvert le projet. Oui, en effet, fin 2016. Alors, sans financement, on vous le répète, chaque semaine dans ce défi ETI, on n'est rien, on ne peut rien envisager. Alors, bien sûr, il y a les banques, bien sûr, il y a la PPI, bien sûr, il y a quelques généreux business angels. Mais est-ce que ça suffit? Bon, on connaît les modes de financement classiques, mais ce qu'on remarque, Véronique Rondet-Brézard, dans la Banque Palatine, c'est que le financement des entreprises, il est de plus en plus opéré par de la dette privée, par des sociétés de gestion qui prennent une part croissante dans le financement de l'économie. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'on entend par ces nouveaux modes de financement? Alors, en fait, effectivement, ce qui est nouveau, c'est la qualité des prêteurs, puisque, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a plus de monopole bancaire, en fait. Donc, on a aujourd'hui sur le marché de nouvelles catégories de prêteurs que sont les grands investisseurs institutionnels. Alors, le mouvement se fait quand même doucement concernant les ETI. C'est un mouvement qui est engagé depuis très longtemps pour les grandes entreprises. C'est le marché obligataire pour l'essentiel, pour les grandes entreprises. Pour les entreprises de taille moyenne, c'est ce qu'on appelle globalement l'EuroPP, c'est-à-dire placement
privée de dette en euros. C'est donc aujourd'hui en volume, si vous voulez, sur les ETI, c'est 4 milliards d'euros. Mais moi, en France, qu'on peut comparer aux 800 milliards d'euros de crédit bancaire. Donc, mais aussi une petite part, mais voilà, qui grossit. Voilà. Qui grossit, qui va s'installer tout à fait durablement dans le paysage du financement de l'économie. Ça fait un peu plus de 3 ans que le phénomène a explosé. La France est le deuxième marché de ce qu'on appelle le direct lending en Europe, derrière le Royaume-Uni, donc 4 milliards d'euros en France, avec la réglementation qui évolue, avec toujours plus de possibilités. Éric Pinon, nouveau président de l'AFG, puisque vous avez été élu dans les dernières heures du mois de mai, ça vient d'où? Ça vient d'Allemagne, avec ce qu'on appelle le Schuldschein, le contrat de crédit, littéralement billet à ordre, placement privé, né il y a longtemps, 19e siècle. Oui, c'est un sujet très long, comme ça a été dit juste avant, et vous l'avez rappelé. C'est une décision pour ce qui concerne l'EuroPP ou pour le mode de financement de deleveraging, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de désinvestissement direct du monde bancaire grâce à des réglementations. Je dis grâce, les banquiers diraient pas ça, mais moi je dis grâce à des réglementations, on pousse l'investissement à être détenu par des personnes physiques ou par des personnes institutionnelles. Et je crois que c'est la novation, c'est-à-dire que demain matin, peut-être la France, avec ses 4 milliards, je rappelle les chiffres, vous parlez de 4 milliards, l'épargne des Français c'est près de 4 000 milliards, j'allais dire 3 800, 4 000 milliards, donc on a du chemin. Mais le point important, et vous rappelez l'Allemagne, c'est de montrer aux PME, et ce qui vient d'être dit par une PME ETI qui en a profité, c'est effectivement de dire, voilà, vous pouvez, monsieur, madame l'investisseur, prendre des risques, entre guillemets, parce que le banquier, la Banque Palatine, parce que l'investisseur que vous êtes aura une société de gestion qui va vous rassurer sur le risque de crédit et de duration, de vie de l'entreprise de monsieur Bancet, entre autres, si on parle de cette entreprise qui a, je crois, déjà émis pas mal d'actifs. On va y revenir. On a ça en France, on a des produits comme ça qu'on trouve en France. On n'est pas obligé d'aller en Allemagne, Éric Pinon. Alors il faut effectivement faire très attention à croire que tout se passe mieux ailleurs que chez nous. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Effectivement, vous l'avez dit, on a ça en France. Et ce qui est nouveau et peut-être intéressant, c'est de voir que les Français, tant les émetteurs, ce qu'on appelle les originateurs, que les investisseurs, sont en train de se diriger vers les PME. Ce que l'Allemagne a fait très bien avant, et donc arrêtez de croire... Une sorte de démocratisation, quelque part, c'est plus uniquement les ETI, maintenant. Exactement. Ça descend. Ça descend. Ouais. C'est plus les grosses sociétés, ça a été dit, c'est plus les ETI, ça descend. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça descend? C'est que des sociétés qui font, ça a été mis sur un des bandeaux tout à l'heure, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, il y en a beaucoup en France certainement, mais il y en a quand même beaucoup qui font 200, 300 millions de chiffres. Beaucoup moins, et ces gens-là, il faut qu'on les aide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en les aidant, l'investisseur, nous ferons tout pour l'éduquer, va permettre de créer de l'emploi et de créer du PIB pour notre pays. Alors Maurice Bancet, donc à la tête de Apsis, tous ces centres commerciaux que vous construisez, que vous gérez donc en France et en Pologne, racontez-nous à quel type de financement vous avez recouru. Écoutez, de façon traditionnelle et historique, nous finançons à travers des banquiers dans un financement hypothécaire classique. Classique, voilà. Et donc, si vous voulez, comme font tous les professionnels de l'immobilier. La vraie difficulté pour une entreprise comme la mienne, moi je rappelle que c'est une entreprise familiale, ma famille, moi-même, contrôlons 99% du capital. La vraie difficulté, c'était de cumuler les développements au travers de la nécessité de fonds propres. Et la grande révélation que nous avons eue avec l'EuroPP, c'était cette capacité d'aller sur le marché financier et de trouver des partenaires financiers à qui on a pu expliquer notre business model, notre méthodologie, notre background en matière de savoir-faire, etc. Et qu'on a réussi à les convaincre de nous accompagner et de nous aider à poursuivre notre développement. Oui, Éric Pinon de l'AFG. Non, je dis, par rapport à ce qui vient de dire par effectivement Maurice, c'est qu'on est dans une situation où il faut qu'on ait accès aux gérants, aux dirigeants de ces entreprises. Et ça, c'est grâce à la Banque Palatine, par exemple, qui viendra nous permettre de, nous les gérants, mieux connaître la société, détenue à 99%. Si on n'a pas confiance en notre ami, je vous rassure, on ne lui prêtera pas d'argent. Mais par contre, je suis sûr que beaucoup d'investisseurs privés, grâce aux gestionnaires et aux émetteurs, ou aux intermédiaires bancaires, vont continuer à faire, dans le bon sens, du financement direct. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. La dette privée va devenir un incontournable pour le financement. Véronique Rondet-Brézard de la Banque Palatine qui nous accompagne dans ce défi ETI.
Oui, probablement. Il faut voir qu'elle vient s'intégrer parfaitement finalement dans tous les moyens de financement dont peuvent disposer les entreprises, parce que comme vous venez de vous l'évoquer, Maurice Boncet, finalement l'EuroPP auquel il a eu recours il y a déjà 2 ans, lui a permis de financer des fonds propres. Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, les banques dans les financements de l'immobilier ont des pratiques qui sont les leurs, qui sont éprouvées, mais ont toujours demandé aux émetteurs d'apporter des fonds propres. Et en fait, cette nouvelle catégorie d'investisseurs, elle peut aujourd'hui apporter sous un format de dette, si vous voulez, ces mêmes fonds propres. Donc ça, c'est extrêmement précieux. C'est précieux parce que ça permet aux entreprises de garder le contrôle de leur capital, de leur entreprise, de continuer à croître grâce à cette ressource. Et puis je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que c'est une source de financement qui ne vient pas exclure la ressource bancaire. Voilà, c'est ça, elle vient vraiment la compléter. Et ce que vous disiez à l'instant est très important, c'est-à-dire que en fait, les banques, dans ces montages d'EuroPP, ont un rôle de conseil et d'accompagnement. Elles viennent faire part de leur connaissance du client pour quelque part rassurer l'investisseur qui, lui, ne connaît pas l'entreprise et lui permettre ainsi d'investir dans sa société. Et c'est un mode de financement qui est poussé par l'Union européenne. L'Europe très en pointe, puisqu'on voit que l'Europe dépasse désormais les États-Unis en levée de capitaux dédiés donc en fonds de prêt. L'Union d'ailleurs qui pousse à ça avec l'Union des marchés de capitaux. Je voudrais qu'on comprenne quand même les avantages et les inconvénients. Tiens, Éric Pinon, justement, vous nous disiez qu'il est adapté aux ETI, qu'il est maintenant adapté de plus en plus aux PME, puisque ça redescend. L'avantage pour les entreprises, c'est quoi? C'est plus long, plus souple aussi, quelque part, liquidité des créances, c'est tout ça en même temps? Alors c'est ça, c'est également, comme l'a dit Véronique, la capacité de ne pas être face à un comité de crédit bancaire classique qui s'angoisse du risque qu'elle prend et pas du risque qu'elle va faire prendre, j'insiste sur cette phrase. Moi, toutes les sociétés de gestion que je préside sont soucieuses du risque qu'elle fait prendre aux investisseurs. Et d'ailleurs, parfois, Maurice l'a dit, j'imagine que lui-même serait peut-être acheteur avec des cousins, des cousines de sa société sans pour autant perdre le capital. Sans perdre le capital. Donc l'autre point important qui n'a pas été évoqué, mais qui est essentiel aujourd'hui, en 2017, c'est que M. Draghi a laissé les taux d'intérêt très bas. Ça durera peut-être, j'espère, moins longtemps qu'au Japon, mais en tout état de cause, assez longtemps. Et c'est l'intérêt pour l'investisseur de reprendre un risque qui va lui permettre, et j'en arrive à votre question de façon très précise, d'avoir enfin une possibilité d'avoir du rendement avec une connaissance de l'investissement. Et quelques confrères sont en train de se soucier autant de l'analyse crédit, c'est-à-dire de l'analyse de l'entreprise de Maurice, que du moyen de mettre en œuvre le financement. Et nous, notre métier de société de gestion pour compte de tiers, c'est effectivement d'aller promouvoir auprès des investisseurs un petit risque analysé le mieux possible pour financer et créer de l'emploi et surtout créer du rendement. Maurice Boncet à la tête d'Apsis, donc facilité, souplesse, c'est ce qui vous a plu? Oui, absolument, et efficacité. Alors moi, je dois vous dire, j'ai découvert ce moyen de financement grâce à la Banque Palatine, qui, connaissant l'entreprise depuis pratiquement sa création, puisqu'ils m'ont toujours suivi dans des financements, j'allais dire, classiques, hypothécaires, étant parfaitement informé de mon plan de développement à 5 ans, c'est 1 milliard d'euros de nouvelles opérations que notre groupe va produire en France et en Pologne où nous sommes présents, on était contraint à une problématique de fonds propres car notre entreprise familiale ne pouvait pas faire face à l'ensemble de ses besoins. Donc l'EuroPP est une formidable opportunité. Il y a un alignement total d'intérêts entre les obligataires et l'entreprise concernée. Ça paraît essentiel. On est sur une durée raisonnable puisqu'on est sur une durée de 5 à 7 ans, ce qui permet de donner de la visibilité et de la lisibilité, je veux dire, à un plan de développement. Et tout ceci est extrêmement bénéfique pour les entreprises. Véronique Rondet-Brézard. Oui, juste peut-être un point sur lequel on peut insister dans le caractère complémentaire de ce financement, c'est que la plupart du temps, c'est un financement qui est remboursé in fine. Donc en fait, ça permet vraiment à l'entreprise de consacrer l'intégralité de ses cash flows au financement de sa croissance. Et très clairement, jusqu'à l'EuroPP, c'était pas un mode de financement courant. Enfin, ça se pratiquait pas dans les banques. Donc c'est là où c'est extrêmement positif et favorable. Éric Pinon, nouveau président de l'AFG, comment accélérer, comment davantage d'entreprises peuvent-elles profiter donc de ces financements de marché? Est-ce que le marché évolue suffisamment bien le risque, Est-ce qu'il est suffisamment apprécié? Est-ce que l'expert comptable finalement n'a pas un rôle plus important finalement à jouer pour mieux faire, faire connaître
analyser finement donc ce que vaut l'entreprise. Vous avez raison. Nous, on a sorti un livre blanc qui est accessible sur le site de l'AFG sur le financement des PME. C'est une cause nationale pour nous parce que c'est et vis-à-vis de celui à qui on va prêter de l'argent, et vis-à-vis de celui qui va investir, et vis-à-vis de celui qui va le comptabiliser par rapport à ce que vous dites, de changer cet état d'esprit. Changer cet état d'esprit, je rappelle des chiffres qui sont intéressants quand même. On ne peut pas ne pas dire ça dans le défi ETI. Aux États-Unis, nous sommes à 60% de financement privé pour 40% de financement bancaire. Nous sommes en France à 80% de financement bancaire pour 20% de financement privé. Donc je ne sais pas si pendant mon mandat de président, comme vous dites gentiment, j'aurai le temps de changer ça. Ce que je souhaite, c'est effectivement de montrer que l'éducation de l'investisseur final fait que si l'analyse crédit est faite par les uns par les autres, et même sur des petites sociétés, et comme l'a dit Véronique, et je crois que c'est un point important, nous sommes dans une détention longue, 5 ans, Maurice l'a dit, et sur 5 ans, il faut absolument que le crédit soit bien analysé, mais grâce à ça, nous aurons des gens qui auront placé un meilleur rendement versus ce que je disais sur M. Draghi et la BCE dans le futur. Et c'est quoi, si on devait donner un ou deux inconvénients justement de ces EuroPP, de ce type de financement? L'inconvénient essentiel, surtout pour l'éducation actuelle de l'investisseur, c'est que ce sont des choses qu'il faut détenir long, ce que Véronique a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous achetez ce papier et vous attendez 5 ans, vous espérez que la société vous remboursera, mais je vous rassure, pour ce qui concerne Maurice, il n'y a pas de risque, j'imagine, mais surtout pour toutes celles qu'on traite et qu'on analyse, il n'y a pas de risque. Et ça, c'est le premier inconvénient, ce qu'on appelle la liquidité du placement long. Et le deuxième inconvénient, c'est effectivement de ne pas chercher à avoir une valorisation permanente. Le rendement qui vous est assuré est un rendement qui vous sera servi. Et ça, c'est essentiel pour la culture de l'investisseur. Vous nous disiez, Eric Pinon et Véronique Rondet-Brézard, que ça ne se fait pas contre les banques, bien au contraire, puisque bon, vous y trouvez des partenaires. C'est quoi les grands acteurs de ce marché de dette privée à destination des PME et des ETI? S'il y a des gestionnaires de fonds, des sociétés de gestion, c'est quoi? C'est qui? Alors, les grands acteurs, effectivement, c'est un mode projet. C'est peut-être dans les quelques rares inconvénients du produit. Il faut bien comprendre pour les entreprises qu'il y a une phase quand même de montage du dossier. Voilà, et on s'adresse à qui? Voilà. Et voilà, donc ça prend un petit peu de temps. C'est peut-être le seul inconvénient de mon point de vue. Après, on s'adresse à qui? Alors là, il y a une population extrêmement large d'investisseurs potentiels, puisqu'on va avoir à la fois les grands investisseurs institutionnels qui peuvent venir pour leur propre compte ou qui peuvent venir dans le cadre de la gestion pour compte de tiers. On peut avoir aujourd'hui également des family office, on peut avoir même quelques banques qui viennent sur ces placements privés. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça bouge et ça change un petit peu tous les jours. Et ce qui est très clair, c'est que tous ces investisseurs cherchent du rendement. Et donc ça doit aller dans le sens qui est souhaité, puisque comme ils cherchent du rendement, la seule solution d'en trouver, c'est de descendre un petit peu en taille d'entreprise et en taille d'émission. Voilà. Juste un dernier mot avant qu'on revienne vers les nouvelles tendances du retail, du commerce, donc avec Maurice Bancet à la tête d'Apsis. Dans les autres formes de financement, on parle souvent de crowdfunding, de crowdlending. C'est aussi une nouvelle manière d'emprunter avec une nouvelle réglementation aussi plus souple, moins contraignante. Voilà, c'est vrai que la réglementation s'est récemment un petit peu allégée, mais le législateur reste prudent puisque là on parle plutôt d'épargne publique. C'est ce qui s'oppose à privé où on parle finalement à des investisseurs avertis et qualifiés. Bon, le crowdlending c'est très bien, mais aujourd'hui c'est 200 millions d'euros. Et dans ces 200 millions, vous avez un petit tiers où c'est quand même du don pour des privés, quoi. Voilà. Pour des privés. Mais bon, voilà, c'est aussi une initiative de diversification. Juste un tout dernier mot, Eric Pinon, président de sur le crowdlending et comme vous le dites, et le crowdfunding, c'est ce qui vient d'être dit par Véronique, j'insiste, c'est du don. Donc il y a moins d'analyse crédit. Je pense qu'il est nécessaire pour les investisseurs, si on veut les éduquer sur le long, d'être sûr que l'investissement qu'ils font, je ne dis pas que c'est pas bien le crowdlending ou le fundlending, mais c'est plus à risque que ça ne le serait sur ce qu'on appelle l'EuroPP, sujet que vous avez très bien traité. Oui, grâce à vous, bien entendu. Juste un dernier mot, Maurice Bancet à la tête d'Apsis Group. On parlait des nouvelles formes de commerce. Cap sur le digital. J'étais passionné parce que vous avez mis en place à Poznan, en Pologne, là vous êtes très présent, Poznania, avec... Vraiment, maintenant, c'est cap vers le numérique, le digital, mais pour tout, y compris pour essayer des vêtements, des murs de réalité augmentée. Racontez-nous. Écoutez, de façon évidente, si vous voulez, les nouvelles technologies impactent tous les métiers. Notre métier n'échappe pas, bien évidemment, à cette révolution. Et nous avons mis en place une structure qu'on a appelée Apsis Lab, qui est en fait un mélange de compétences et de savoir-faire interne au travers de collaborateurs qu'on a réunis, avec des start-up que nous sommes allés chercher pour réfléchir, si vous voulez, aux nouvelles tendances de consommation. Ce qui est fondamental, pour résumer la situation, c'est que on vit tous en permanence une expérience digitale au travers de nos smartphones,
des iPads ou de nos ordinateurs, et que l'essentiel maintenant, c'est de prolonger cette expérience digitale dans le domaine du commerce. Et donc toutes les idées aujourd'hui de créativité et autres le font que cette expérience est poursuivie dans les nouveaux centres commerciaux tels que vous l'avez cité, notamment au travers du dernier projet que nous avons ouvert en Pologne. Et qu'on va découvrir, que ce soit à Saint-Étienne, Grenoble, Metz. Dans tous les nouveaux plans, dans tout notre plan de développement, on intègre cette dimension digitale qu'on appelle l'expérience client, qui est le cœur même de toute notre démarche. Avec notamment l'essai sur place de vêtements commandés en ligne aussi, des galeries d'art, parcours culturels et tout ça de façon virtuelle. C'est formidable. Absolument. Bon, merci beaucoup Maurice Bancet, à la tête d'Apsys Group, bâtisseur gestionnaire de centres commerciaux, Beaugrenelle notamment, Villeup, voilà, qui va s'envoler donc, profitant des beaux jours qui arrivent, bien entendu, avec l'été dans quelques jours. Merci Véronique Rondet-Brézard, directrice des opérations financières à la Banque Palatine, et puis Éric Pinon. Oui, élection présidentielle oblige. C'était aussi l'élection du nouveau président de l'Association française de gestion financière, l'AFG. Merci à vous.